Chers amis fidèles de notre chaîne historique relative à l'école des mines de Paris depuis sa fondation, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette histoire à rebondissement. Nous allons voir comment l'école dont nous avons raconté l'histoire du fondateur Bertin de Bourdeille dans l'épisode précédent, et nous allons voir comment elle va renaître au cours de la Révolution, dans des circonstances troublantes et troublées, se diviser en deux sous-écoles dites écoles d'application dans deux régions, une en France dans Savoie et une dans la Sarre, et comment suite aux défaites de Napoléon et à la Restauration, elle va revenir sur Paris et finalement occuper l'hôtel de Vendôme que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous avons laissé cette école à l'abandon après sa fondation et cette mise en sommeil qui va durer 7 ans. Nous allons voir enfin comment la question des mines, qui n'était pas évidente, va finir par se poser. Alors, on distingue 3 périodes historiques, donc la Révolution, l'Empire et la Restauration que nous allons survoler. Alors, vous allez voir que l'école va osciller entre différentes options quant à son existence. Attention, éteignez vos ceintures, attachez vos cigarettes. Nous allons vivre une époque particulièrement agitée. L'école sera inopérante pendant 7 ans. La forme stable ne sera trouvée que pendant la Restauration. Alors, toujours l'ordre chronologique, et puis des pages spécialement consacrées aux mines seront repérées par des lampes de Davy, des lampes de mineurs en haut à droite. Revenons donc à nos moutons et à notre récit. En 1788, avant les événements, lorsque subitement tout se précipite. Que se passa-t-il? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Donc, la plupart des événements sont connus et nous n'insisterons pas spécialement sur tous les événements historiques multiples qui se sont succédés et les différents régimes, simplement nous les rappellerons comme en fond de tableau. Rappelons qu'à l'époque, donc, nous sommes en 1788, Necker a été rappelé et c'est son règne Necker II, magicien prestidigitateur. Les cahiers de doléances sont rédigés à ce moment-là et certains demandent la suppression des concessions, notamment des mines, et la réduction du nombre des forges. Pourtant, elles arrivaient enfin à couvrir les besoins de la population, 26 millions d'habitants, le premier pays d'Europe. Une carte industrielle de la France, tirée de Mallet-Isaac, permet de voir les nombreux établissements métallurgiques, souvent très petits, qui n'utilisaient que la fonte au bois. On voit ici sur cette carte les régions où ils étaient situés. Alors, il fallait parfois les minerais, les forêts et la rivière à proximité pour pouvoir assurer un site dit intégré. Et on fournissait surtout de la fonte et de l'acier par cémentation. Calonne, à ce moment-là, arrive, propose l'égalité fiscale, il est renvoyé, il est remplacé par Loménie de Brienne, et c'est la même chose, il était chef de l'opposition, et voilà ce qui se passe. Évidemment, les budgets traduisent cette fameuse crise financière qui déclenchera la Révolution. Il y a eu surtout la guerre de trop, qui était la guerre des États-Unis, qui pèse toujours très lourdement. En 1787, le budget de l'école, 26 000 livres, mais il n'y a plus d'argent, on doit arrêter de recruter, on doit mettre en sommeil l'école des mines, et ça durera 7 ans. Les cahiers de doléances réclament, donc, comme je l'ai dit, la suppression des concessions. Loménie de Brienne, donc, a dû capituler. Il promet simplement la réunion des États généraux et on verra ce qui s'ensuit. Alors, la nouvelle règle va proposer l'adoublement des représentants du tiers-État, puisqu'il y avait ces 3 ordres. Les révoltes populaires atteignent des sommets. Bon, quelques statistiques montrent qu'on atteint un sommet historique en 1789. Bon, je passe sur le rappel de l'épisode de la de la chute de la Bastille, qui a été prise par des insurgés, ce que
Voilà. Et ensuite, il y a 9 régimes successifs. Alors, je ne rentre pas dans l'énumération, vous les voyez. Ce qui se passe dans tout ça, c'est que le législatif, dans tous les cas, devient omnipotent, parce qu'il y a des constitutions qui se succèdent. En 1789, dont les événements sont connus, je ne les rappellerai pas tous en détail, simplement l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789 à Versailles. L'histoire de la salle des menus plaisirs et la fameuse apostrophe apocryphe de Mirabeau, la proclamation de l'Assemblée constituante le 9 juillet, le 14 juillet la reddition de la Bastille et le 4 août l'abolition prétendue des prétendus privilèges qui va sans doute... voilà, la première Assemblée constituante se réunit dans un joyeux tintamarre et c'est là que les difficultés vont commencer. Bon, le nouveau système est établi, bon, il était déjà largement préparé, en sous-main par des sociétés dites secrètes, et voilà qu'il tente de s'établir entre, vous voyez qu'il est d'une complexité. Alors on publie la Déclaration des droits de 1789, mais qui n'est que provisoire, qui n'a jamais été terminée et n'a jamais été votée. Tous ces articles, aussitôt adoptés d'ailleurs, ont été systématiquement violés. Le 11 septembre, en accord de roi, le droit de veto, le peuple de Paris se révolte, on met en place les municipalités, les assignats pour faire face aux dettes de l'État, on rattache la Corse à la France aussi. Alors, au niveau des mines, qu'est-ce qui se passe? On a une situation où la population, 85% est agricole. Marie-Antoinette donne 4000 livres de pension à Sage. La commune de Paris, informée, va vider sa maison. Sage est devenu suspect. C'était pourtant lui un des maîtres et fondateurs de l'école et qui a été un de ses premiers professeurs. Vous voyez que déjà, ça commence mal pour notre école. Que se passe-t-il ensuite? D'ailleurs, oui, je rappelle qu'il y a son buste qui trône à l'école des mines. C'était son premier directeur. Il réunit une collection de minéraux de 3500 échantillons. Il est adversaire des principes révolutionnaires et il le paiera particulièrement cher. Les cours à l'époque, c'était à la monnaie. La direction des mines échappe à Sage et est confiée à une agence tricéphale, l'agence des mines. Il finira d'ailleurs dans la misère et aveugle en 1824. Alors les événements se poursuivent et l'agitation continue. On met en vente les biens du clergé. En juillet, on fête la fédération. La constitution civile du clergé, qui est approuvée par le roi Louis XVI le 22 juillet, et au niveau des mines, bon, on réduit toujours les budgets. Lebrun est contre cette école, qui considère comme valable pour un autre royaume, mais Monet résiste, et Lebrun insiste, l'école est considérée comme un reste de l'ancien régime. La nationalisation des mines et de la nécessité d'un corps se pose au niveau de l'Assemblée en juin 90. En juin 90, toujours la nationalisation, faut-il un corps des mineurs? Lebrun revient à la charge, cherche à supprimer le corps à l'école des mines et l'a fusionner avec les ponts et chaussées. Le 15 août, l'Assemblée suspend le fonctionnement d'une partie de l'administration des mines et attend le rapport de comité de l'agriculture, du commerce, etc. On voit qu'on s'agite et en attendant, l'école est mise en stand-by. On risque en grand danger d'ailleurs de se voir supprimée. La suite, Mirabeau intervient et fait son discours qui semble marquer l'Assemblée, car il est beaucoup écouté. 2 de ses membres prennent parti, de Dietrich, maire de Strasbourg, et Hassenfratz, qui se fait admettre au club des Jacobins et figure parmi les intimes de Danton. C'est un personnage important, mais dont le rôle va être très controversé, à juste titre. Alors, en 1791, l'année suivante, abolition des corporations, bien sûr, le vote de la loi Le Chapelier les interdisant,
et l'Assemblée constituante fait place à l'Assemblée législative. Alors c'est avec ce qu'on appelle des extrémistes et puis le marais qui va finir par adopter toutes les lois. La Constitution de 1791 crée donc cette monarchie constitutionnelle où le pouvoir du roi est limité par une constitution, mais il dispose d'un droit de veto. Bon, le système est un peu plus simple, mais on rappelle que seuls les citoyens actifs votent. Alors, dans les mines, par contre, on prévoit quand même un budget minimal et on se pose toujours la question de la propriété privée. L'Assemblée laisse les deux corps entièrement distincts entre les ponts et les mines. Les mines doivent être considérées ou non comme des propriétés publiques. L'exploitation exige des dépenses énormes et des compétences techniques. On commence à s'en rendre compte. Mais le débat est extrêmement violent. C'est alors que Mirabeau, là en mars, jette tout son poids dans la balance. Son talent oratoire fait sauter les dernières hésitations. Il conserve l'industrie minière et le système de la concession. Et son dernier discours, c'est celui-là. Et il décédera quelques jours plus tard, le 2 avril. Le titre de directeur général des mines est créé. Avril 1791, c'est toujours l'anarchie, le désordre. L'Assemblée constituante cède la place à l'Assemblée législative, donc sans avoir eu le temps de décider du sort de l'école. C'est alors le début de ces guerres déclenchées par les Girondins, la guerre à l'Autriche, tout ça pour essayer d'obtenir des revenus de nouvelles colonies. Le peuple envahit les Tuileries, la Marseillaise est adoptée, le manifeste de Brunswick en juillet 92 crée une grande inquiétude d'invasion des puissances étrangères. La commune insurrectionnelle prend le pouvoir le 10 août. C'est l'instauration de la guillotine le 24 août, le 2 et 7 septembre, les massacres sinistres de septembre par le tribunal Maillard, et qui laissera sur le carreau plusieurs milliers de victimes. C'est l'époque de la Convention, enfin il y a toute une lutte de pouvoir entre différents organismes, dont la Commune de Paris, le Comité de salut public et la Convention. Alors, l'organisation des pouvoirs se complexifie. Il y a la Convention, Comité de salut public, qui désigne des représentants en mission qui seront de véritables dictateurs locaux et tout un tas d'agents de municipalités où les citoyens sont tout à fait perdus. Il y a l'époque de la terreur qui commence avec ces massacres de septembre, avec à la fois la terreur en interne et les guerre extérieure. Que se passe-t-il dans les mines? Eh bien, le paiement des impôts et l'indemnité permet d'avoir 6 élèves, mais l'administration des mines ne peut plus travailler dans ce désordre. L'armée, cependant, manque de soldats. En juin 92, il en manquait 70 000. Hassan Franz devient membre de la Commune de Paris et de la Commune insurrectionnelle, et il va commencer ses activités criminelles. La Convention de 92 à 95, elle s'installe aux Tuileries, les Girondins contre les Montagnards, le fameux duo, l'annexion de la Savoie et le débat pour aboutir au vote concernant le sort du roi en janvier 93. 387 voix sur 721 le condamnent à mort. Cependant, il y a des problèmes d'irrégularité de ce vote. Pour ce qui est des mines, le chimiste Fourcroy devient l'ennemi de l'école des mines. Sage est emprisonné, mais il obtient sa liberté sous caution. Berthollet est également inquiété. Hassan Franz, lui, par contre, est premier commis au ministère de la guerre et il a besoin d'armes et de beaucoup de canons. Donc il a besoin de cours de formation accélérés. Cependant, il n'y a plus d'administration ni d'école. Donc il faut prendre des mesures d'urgence. On n'oublie pas cette fameuse déclaration de Danton pendant les massacres de septembre, ou qui les a déclenchés. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Le premier geste d'audace fut donc de massacrer les prisonniers au terme d'une parodie de justice en les accusant de fomenter un complot contre la nation.
on voit ce que signifie ce mot d'as. Voici un exemple de tribunal dit révolutionnaire qui se multiplièrent dans Paris, mais notamment au Carme et dans les 4 autres prisons. J'ai fait pour cela un diaporama spécial que vous pourrez consulter, dont je donne le lien en bas de cette vidéo. Alors le massacre le plus connu, c'est celui, là aussi par contre le tribunal Maillard, avec le fameux Fouquier-Tinville, dit l'accusateur public, qui finira par accuser seul, puisqu'il n'y avait même plus de droit à la défense, on accusait directement et il fallait répondre par oui ou par non. Par exemple, pour les prêtres, c'était j'accepte la constitution civile, sinon on était massacré dans la rue par des bouchers, payés au nombre de victimes, qui ont dû d'ailleurs rendre des comptes devant des tribunaux par la suite. C'est pour ça qu'on connaît le détail de tous ces massacres. Le massacre des Carmes, où des prêtres en quantité, 191 ecclésiastiques, depuis devenus bienheureux, dont un a été canonisé, le frère Salomon Leclerc, rendons grâce à sa mémoire, et il y avait aussi 2 évêques et un archevêque d'ailleurs qui est né en Périgord, comme Bertin de Bourdeille, qui était de Bira, du Loup d'Allemand. Les autres, par la suite, vont être traités autrement par les pontons de Rochefort, qui sont les premiers camps de concentration créés par la France, avant le génocide vendéen. Ils étaient environ 800, je crois, qui ont été gardés dans des conditions exécrables, et une grande partie sont morts. Le taux de mortalité y atteint 65%, donc on rejoint les camps nazis de très près, et même parfois on les dépasse. Alors ça se passait d'ailleurs au voisinage de l'île d'Aix, dans le port de Rochefort, où ces 3 bateaux sont restés stationnés alors qu'on avait promis une émigration en Guyane. C'est ici qu'il y a un mémorial avec des cailloux où on a retrouvé les restes d'un certain nombre de prêtres. 254 sont enterrés sur l'île Madame, 226 sur l'île d'Aix et 67 à Rochefort. Pendant ce temps, les guerres internes continuent, et c'est le front intérieur, ce sont les problèmes, notamment dans la Vendée, où on a voulu éradiquer ce département, qui s'est révolté contre la levée en masse. Et on voit ici sur cette carte l'ensemble des fronts. Donc cette année est une année particulièrement inquiétante. Le comité de salut public se déclare anti-girondin. C'est la loi des suspects, surtout le début de cette terreur. Le traité Eden-Reidenal est déclaré caduc. C'est une révolte en Bretagne et en Vendée contre la levée en masse. La dégradation économique qui favorise ces mouvements, la création du tribunal révolutionnaire en mars, la création du comité de salut public. La constitution de 93, très simplifiée, aboutit à ce schéma, mais le peuple français, même s'il est représenté, ne vote pas en dehors de ceux qui payent des impôts. On voit ici la faillite, une fois les biens de l'Église appropriés par des bourgeois, les assignats se dévalorisent à vitesse grand V, c'est l'éclatement de la bulle, et ces biens ne valent plus grand chose, puisque aussitôt achetés, ils ont été revendus, mais à des prix très très inférieurs, sans parler bien sûr des saccages. J'ai fait aussi un diaporama sur le bilan de la Révolution française, que je vous invite à aller voir également. Le lien sera mis dessous cette vidéo. Alors, la terreur et la loi des suspects. Pour être suspect, c'était pas très très difficile, enfin, en plus d'être noble, émigré, officier et accapareur. Cette loi a été durcie encore plus, et on passait ainsi à la guillotine très facilement. C'est l'époque aussi, en octobre, où Lavoisier est emprisonné, il sera exécuté quelque temps plus tard. Là aussi, j'ai un diaporama particulier pour cet épisode.
Je conseille donc de le regarder sur le lien indiqué et de revenir ensuite. Nous allons revenir à la diapositive. Alors la fameuse phrase « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes », on ne sait pas si elle est apocryphe ou réellement prononcée par le remplaçant du chef du tribunal. Alors la commission des subsistances de l'Indé, il envoie Monet en mission et il faut de plus en plus une administration encore expérimentée. Alors pour les explosifs, le salpêtre ne suffit pas. Il faut du charbon et du fer, et il faut aussi des fusils et du canon. Pour mener une guerre, on découvre qu'il y a besoin d'une maintenance. Paris se transforme en un vaste atelier où on voit des forges partout. Les savants, enfin ceux qui survivent, ont apporté leur contribution à des cours publics accélérés. L'administration des mines est paralysée, il n'y a plus ni école ni élèves, et pourtant la plupart des mines sont arrêtées. Bon. La République est-elle vraiment mère des sciences? On ne demande qu'à le croire, mais quand on voit, bon évidemment, on voit sur cette image la première montgolfière et des découvertes, les découvertes continuent pendant la Révolution, mais ce n'est pas ça qui fera progresser sensiblement, c'est le contexte qui empêche toute évolution. En 1794 sont les heures les plus sombres de la Grande Terreur. Toujours la commission des subsistances avec un rapport sur l'organisation de l'école des mines en 1994, avec deux conceptions, une contre une école supérieure technique et contre des écoles pratiques locales. Alors, Barère demande impatiemment la création d'une école pour les travaux publics en mars 1994. Une commission est instituée avec l'Indé, Mons, Laplace et Lagrange. Mons doit justifier d'ailleurs qu'il n'est pas émigré. Carnot fait révoquer le sursis de Barère. On est en guerre les uns contre les autres. On réquisitionne tout pour la guerre. La guerre vient d'ailleurs, et il faut bien le reconnaître, au secours de l'industrie. La commission des subsistances rétablit l'instruction des mines, 3 jours après l'exécution des dantonistes. Elle veut répandre l'instruction des mines, la concentrer en un point pour le complément des études. En premier lieu, des écoles primaires sont prévues auprès des exploitations. Paris sera établie une école centrale des mines avec 6 professeurs. Mais le comité de salut public met ce rapport de côté. En premier lieu, la discipline doit être rétablie, l'anarchie vaincue. On combat l'esprit d'insubordination des ouvriers des mines de houille qui sont réquisitionnés. On réquisitionne les ouvriers des forges et des fonderies, toujours pour les besoins de l'armée et de la défense nationale, la patrie étant vraiment en danger. Mais pendant ce temps, bien sûr, les exécutions, les suspects, les arrestations continuent. En juin 1994 en particulier, c'est l'époque de la Grande Terreur. On reconnaît maintenant l'être suprême. On découvre aussi le scandale des pontons de Rochefort. La convention thermidorienne dure 14 mois finalement. Il y a une baisse des commandes de métal pour l'agriculture, donc ça freine aussi le développement du pays. Les usines sont fermées jusqu'au consulat. L'étatisation continue. En 1795, bien sûr, c'est l'arrestation de Robespierre du 9 Thermidor, l'exécution des robespierristes et la fermeture du club des Jacobins. Donc c'est le retour de Girondin à la Convention. La Grande Terreur fait son bilan. Le mot terrorisme, d'ailleurs, a été créé à cette occasion et sert maintenant au monde entier. On voit ici les régions qui ont été particulièrement atteintes avec le nombre d'exécutions. Dans les mines, pendant ce temps, la commission des armes et poudres s'empare du dossier. Elle crée une agence des mines. Elle publie un journal des mines. Louis XVI, 11 ans plus tôt, avait établi cette école et la Convention l'a rétablie. La mission, du moins dans le principe, la mission confiée à l'agence est considérable. Alors pour cela, on lui affecte l'hôtel Périgord et celui du contigu de Mouchy, rue de l'Université. La commission des armes et poudres envoie en urgence Schreiber inspecter des mines en Bretagne et dans le Palatinat. Monet est envoyé inspecter en Auvergne. Alors, Fourcroy et Monge poursuivent la réalisation du projet d'école centrale des travaux publics. Elle sera soumise à la Convention. Ils souhaitent une formation nouvelle
complète et sur des bases nouvelles, notamment scientifiques. Le 7 Vendémiaire, la loi portant la création de l'école centrale des travaux publics, avec sélection sous forme d'examen. Monge remplace ainsi toutes les écoles de l'Ancien Régime et la place obtient de la transformer en école scientifique généraliste. La sidérurgie en septembre 1994 est privatisée. À sa création, le but de l'école des travaux publics, de former des ingénieurs, rétablir l'enseignement des sciences et donner une haute formation scientifique. Polytechnique reprend donc les missions. Ainsi est créée cette école centrale qui deviendra Polytechnique en 1795 et s'installe à l'hôtel de l'Acier, 128 rue de l'Université. On voit ici une photo des jardins de l'hôtel de l'Acier. Alors, il reste maintenant à regarder ce qui concerne l'école des mines, qui était vue comme une école d'application. Voici ici les personnages principaux qui ont contribué à créer cette école, y compris d'ailleurs, dont certains ont d'ailleurs été inquiétés par les régimes successifs. On voit à l'opposé entre Hassan Franz, par exemple, qui était un des fanatiques de la Révolution. Alors, l'ouverture, c'est le 21 novembre 1994. Les premiers cours commencent. Fourcroy propose une formation accélérée en 3 mois. Ils sont suivis par 400 élèves malgré un froid terrible. Création du Conservatoire national des arts et métiers et de l'école normale supérieure en même temps. On voit que toutes les formations scientifiques émergent enfin, pour des besoins d'ailleurs essentiellement militaires. Alors, les écoles d'application, 1794, une école d'application est décidée à l'hôtel de Mouchy, angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de l'Université. C'est le 71 rue de l'Université. Sage est éliminé par Vauquelin. Le salpêtre sort des souterrains. On continue l'histoire, 1795, beaucoup d'événements. L'arrestation des Jacobins, une émeute jacobine réprimée en 1er avril, suppression du tribunal révolutionnaire, terreur blanche, la revanche de la terreur initiale. Monge est recherché, il doit se cacher chez Berthollet. La constitution de 1795, constitution nouvelle de l'an 3. Alors je passe très vite parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous ces détails, mais vous les trouvez partout dans les grands livres d'histoire. Privatisation des fonderies, Conseil des 500, Conseil des anciens, 6 ministres, mais rien pour l'industrie. Le directoire, donc le directoire qui va durer 4 ans, avec ses incroyables et ses merveilleuses, qui sont les nouveaux bobos de l'époque, qui s'affichent partout et qui se moquent ostensiblement de tout ce qui se passe. Alors, évidemment, le régime est assez complexe, on le voit encore, et les pauvres électeurs sont toujours des électeurs censitaires qui doivent essayer de voter pour 500 représentants dont ils ne savent souvent pas grand-chose. Alors, revenons aux mines. Le projet de la commission des subsistances revient à la surface. Alors, les 7 années à venir vont être inspirées par Hassan Franz, qui a renoué avec ses ardeurs révolutionnaires. Mais il est décrété l'arrestation et doit se cacher à Sedan. Il ne reviendra qu'après l'amnistie générale. La loi réorganise l'école qui devient polytechnique. Le 1er septembre, donc 95, elle est vraiment inaugurée sous ce nom-là. Et on règle aussi les rapports avec les écoles d'application. Le statut des ingénieurs de l'école, c'est le corps des mines, mais pas encore des mines de Paris. Une école centrale des mines s'avère inutile puisque les écoles d'application vont se retrouver en province. Alors, la stabilité tend peu à peu à revenir. Le Conseil des mines ramène de 39 à 20 le nombre des élèves de l'école. C'est une école pratique qui doit être proche d'une mine propriété nationale en activité qui permettra de financer cette école. Le Conseil considère, comme Bertin, que l'industrie minière doit être conseillée, dirigée par un corps d'ingénieurs. Et pour le financement,
il suggère au ministre de lui affecter des houillères et des forges qu'il dirigera et exploitera lui-même. La situation en 96 ne s'améliore pas, mais les victoires militaires se sont succédées et les armées de Bonaparte attendent de poursuivre leur marche victorieuse en Italie et en Allemagne. En 1796, on assiste à la réhabilitation de Parmentier, mais la finance investit la sidérurgie. La création de 2 districts sont affectés à l'école pratique, le premier autour d'Aix-la-Chapelle, le second dans les Alpes, très important, regroupant les mines d'Allemont et de Pesé. Leurs bénéfices permettraient de couvrir les dépenses de fonctionnement de l'administration des mines et des écoles. L'histoire continue en 1787, 3 directeurs tentent un coup de force, le mariage de Napoléon et Joséphine, l'arrestation de Gracchus Babeuf. En septembre, c'est un coup d'État du 18 Fructidor avec 3 des 5 directeurs soutenus par l'armée contre les royalistes qui étaient devenus majoritaires. Pendant 6 mois, directeurs et conseils sont toujours en stand-by. On voit par exemple un exemple montrant que la République n'avait pas besoin de savants, c'est le sous-marin de Fulton, présenté pour lutter contre le blocus britannique et qui ne sera pas agréé. Les cours reprennent peu après. Les exploitants accusent toujours un retard considérable, on le rappelle, vis-à-vis de leurs homologues étrangers qui ont créé des écoles un peu partout. En décembre 97, Bonaparte rentre à Paris, l'inaction lui pèse, il retrouve Guillaume Duhamel et Dolomieu, anciens condisciples, et il trouve aussi Schreiber. Le Conseil des ministres continue son action en essayant de... Les premiers crédits ne sont cependant toujours pas accordés à l'ouverture d'une école pratique, et le nouveau ministre des Finances, Lindé, demeure toujours réticent. L'arbitrage des directeurs devient nécessaire. Alors l'histoire poursuit son cours, le coup d'État du 22 Floréal, le deuxième coup d'État du Directoire en 98. Pendant ce temps, c'est la bataille des pyramides de Bonaparte en Égypte. Pour les mines, on crée l'agence des mines, devenue Conseil des mines. On y présente des exposés didactiques et un cours complet. Instruction théorique et stages pratiques dans les exploitations permettent un autofinancement. Alors, 1799, Bonaparte quitte l'Égypte et revient à Paris. Et le coup d'État du 18 Brumaire, c'est la fin du directoire et la mise en place du consulat. Alors les consulats, le consulat va nous conduire bien sûr à l'Empire. On rappelle quelques dates clés jusqu'en 1815. L'Empire intervenant en 1804. Alors le consulat, ce sont les 3 consuls que l'on voit ici, dont un est le premier consul, va progressivement, et même rapidement, concentrer tous les pouvoirs. Seul son nom d'ailleurs restera. Alors l'organisation est tout aussi complexe que les organisations précédentes. Les citoyens toujours en bas, avec un scrutin à 3 degrés et toujours vote censitaire. Alors le premier consul, lui, cumule 3 fonctions. Il y a le Conseil d'État, le Sénat, le tribunat, le corps législatif, et il peut consulter le peuple par plébiscite. Alors, sa mise en place, la place devient responsable de l'intérieur, et il doit procéder à l'épuration. Le bulletin, la place se montre un administrateur très compétent, et les fameuses masses de granit qui serviront ensuite pour l'Empire, le Code civil, les lycées, la Légion d'honneur, les préfets, la Banque de France et le concordat avec le pape, qui permettent la réorganisation du pays. Mais pendant ce temps, le concours se poursuit et 4 élèves sont admis à Polytechnique. Quand les ingénieurs des mines s'occupaient alors de l'Europe, l'école est réorganisée déjà, une école de théorie pure préparant aux écoles d'application des services publics dont les mines font partie.
Donc déjà, le concept de l'école des mines est déjà en train de passer dans les mœurs. Son existence est bien consacrée et confirmée, et il forme un corps d'État particulier. Mais le maintien dans la capitale, lui, n'est pas assuré. 8 nouveaux élèves polytechniciens cette année-là. La production de charbon reste préoccupante et insuffisante, ainsi que la forte consommation de bois qui inquiète. Arrive l'année 1800 avec la campagne d'Italie, de Napoléon, le traité de Lunéville en 1801 et d'autres traités. L'Espagne abandonne la Louisiane à la France, enfin tout un tas de... On va passer dans un système évolutif, disons, où le périmètre change constamment et l'administration doit suivre. Le militaire prime de toute façon. Et les écoles d'application tentent d'exister. Alors, on rappellera pas ici toutes les campagnes de Napoléon, de la première à la dernière. Une simple carte suffit à montrer ses préoccupations, et ils vont Alors, en 1801, il se passe encore beaucoup de choses, bien que le calme soit en partie revenu. En particulier une exposition de l'industrie nationale en septembre, et le traité de paix avec la Russie. En 1801, pour les mines, un arrêté précise les formalités pour les demandes de concession. Le Conseil des mines établit un code minier nouveau pour toutes les substances minérales. On propose des sites pour la création d'écoles des mines de province, Aix-la-Chapelle, Gueldres-Larten, Allemont et Pesé dans les Alpes, et Lons-le-Saunier. Pendant ce temps, l'histoire, elle, n'attend pas. Bonaparte est élu président de la République cisalpine, réorganisation du tribunat, concordat promulgué le 18 avril à Notre-Dame, création des lycées, création de la Légion d'honneur. Et on continue en 1802, constitution de l'an 10, Bonaparte devient le consul à vie. L'installation au pouvoir soulève l'opposition des républicains et des monarchistes. On annexe le Piémont. En 1802, pour les mines, un premier arrêté crée 2 écoles d'application pratique à Pesé, à côté de Allemont, et à Gueldres-Larten pour ce qui est relatif aux mines de fer et de houille, alors qu'à Pesé, c'est le plomb, le cuivre, l'argent et les salines. La maison Mouchy tombe en léthargie. Alors, arrive en 1802 l'école de Pesé, première école d'application, suite aux victoires et aux annexions de 1796. Le directeur est Schreiber. 3 professeurs pour les mines, la métallurgie, la minéralogie, la géologie. L'école est surveillée par le conseil, et les étudiants découvrent les courses passionnantes de géologie. Alors on voit ici le bâtiment qui est conservé et qui est toujours à Pesé Nancroix aujourd'hui et que l'on peut visiter, où il y a d'ailleurs des plaques souvenirs. Et il me semble qu'il y a des cérémonies. La commune est très fière d'entretenir la mémoire de ce bâtiment prestigieux qui permit d'ailleurs sa prospérité par les études faites par les étudiants. Il faut dire qu'il y avait là-bas, on a trouvé des minerais extrêmement riches en argent et en autres métaux non ferreux. Pour le logement, c'est l'ancien séminaire, les cours théoriques se tiennent l'hiver et l'été, les courses géologiques. 3 professeurs, dont Hassan Fras, et il y aura jusqu'à 10 élèves. Voilà les types de minerais qu'on rencontre, avec en particulier des minerais de nickel, mais aussi d'argent, de plomb. Et toute cette vallée, d'ailleurs, est une vallée très riche et qui l'est encore, même si beaucoup de mines ont été abandonnées. Voilà, ça se situe en Savoie, récemment conquise. Alors, de l'autre côté, c'est Gueldres-Larten, près de Weltlingen en Sarre, tout près de la Moselle. Elle sera dirigée par Bonnier et Calmelet. Bonnier, qui est un mineur de Saint-Étienne célèbre, qui créa la fameuse école. En 1803, donc il y a la vente de la Louisiane aux États-Unis, l'institution du livret ouvrier et l'achèvement à Paris du Pont des Arts.
Pendant ce temps, l'Angleterre prospère et la machine à vapeur s'y développe, alors que la France avait vu Cugnot créer la première voiture à vapeur, mais abandonnée parce que personne n'y croyait. Ce sont les ingénieurs anglais qui ont enfin provoqué cette révolution industrielle. En 1804, promulgation du Code civil, établissement de l'Empire et constitution de l'an 12, premier empire proclamé le 18 mai 1804. Et constitution de l'an 8, alors toujours un système assez complexe, suffrage universel masculin, censitaire, et tout ce qui peut, nous ne pourrons pas rentrer dans le détail ici. Alors ensuite continue la création de la Légion d'honneur en 1804, en mettant en juillet, Napoléon est sacré empereur des Français, surtout le 2 décembre. Alors, en 1804, dans les mines, on réorganise le pont des échaussées en s'inspirant du Code des mines. Alors, en 1803, un seul élève, en 1804, aucun. Tous les autres sont d'ailleurs appelés à faire campagne dans l'artillerie de la Grande Armée. Un district minier autonome de 450 000 hectares au département de la Savoie est confié à l'administration. Voici la vallée d'Allemont, dans le massif de Beldonne, la mine de Challenge, et le premier lingot d'or a été fondu à cette fonderie royale dans le massif, la mine de Challenge, minerai d'argent natif, pourvu d'une soixantaine de minéraux. On trouvait du cinabre, du quartz, de l'antimoine, du mercure. Voici quelques exemples de ces minerais. Je ne suis pas spécialiste de géologie, mais je pense qu'ils sont toujours exposés au musée actuel de l'école des mines, dont nous verrons comment il a pu être rapatrié à l'hôtel de Vendôme. Alors, l'exemple de la première médaille, Louis XVI, buste de Louis XVI, signature de Dupré, c'est l'hommage de reconnaissance de Monsieur Frère du Roi, qui s'avance vers Louis XVI. En 1805, ça continue, mais une nouvelle coalition, les coalitions se multiplieront, traité entre la Russie et l'Angleterre. L'Autriche se joint à cette coalition. Pendant ce temps, les victoires se poursuivent en Autriche jusqu'au 2 décembre, la victoire d'Austerlitz. Et le chemin de la Grande Armée continue tout en consommant quelques centaines de milliers de soldats que l'on ne reverra plus. À Kaiserslautern, que se passait-il? Eh bien, il y a eu une campagne de prospection systématique pendant 4 ans, mais la construction de l'école pratique démarra qu'en 1808 et jusqu'en 1810. Et on verra qu'elle ne durera pas longtemps. Voici le bâtiment tel qu'il a été encore photographié. Je crois qu'il a, aujourd'hui, n'a pas été restauré. Je me demande même s'il n'a pas disparu. On y enseigne la pratique et l'industrie. En 1806, rupture avec le pape Pie VII, publication d'un catéchisme impérial et l'empereur proclame le blocus continental. Pendant ce temps, alors voici le schéma du blocus continental qui demande une organisation exceptionnelle parce qu'il faut empêcher tous les produits britanniques d'entrer en Europe. Et il faut s'organiser pour l'autarcie. Alors, continue les victoires de Napoléon jusqu'à Varsovie, Mecklembourg, la Russie devient neutre. Pendant ce temps, les mines, il se passe pas grand-chose. Le ministère du Trésor et de la Banque de France est organisé. La Confédération du Rhin regroupe 16 princes allemands souverains d'États voisins. En 1807, les batailles, les guerres continuent, victoire contre les Russes à Friedland, prise de Königsberg, exil de Chateaubriand, traité de Tilsit avec le tsar, toujours 1807, suppression du tribunal, loi sur le cadastre, renforcement du blocus continental. Jérôme Bonaparte et Joseph Bonaparte deviennent rois de Westphalie et d'Étrurie. Dans les mines, Héron de Villefosse est nommé inspecteur général des mines entre le Rhin et la Vistule.
L'industrie protégée par le blocus continental peut alors se développer, notamment la sidérurgie et les mines de charbon d'Anzin, où on exploite déjà à 200 à 300 mètres, avec 2000. Alors, les nouveaux territoires conquis continuent à s'étendre et le nombre de mines à gérer augmente considérablement. En 1807, pour les mines, le Conseil des ministres confirme ses intentions de conserver les mines et de rendre l'exploitation durable et complète. Il encourage aussi l'actionnariat et pour cela, il demande une administration centrale des mines, une ou plusieurs écoles pratiques et un corps d'officiers chargés de la direction des travaux. La mine de Pesé, de son côté, elle occupe 300 ouvriers. Schreiber constitue des réserves, c'est ça qui est important, fort utile pour le Conseil des mines lors des déménagements successifs qui vont se succéder en effet. Geisler-Terne est affermé et ne démarre qu'en 1807. La construction du bâtiment est décidée en 1806. En 1808, les Français occupent Rome, se commence le soulèvement de Madrid et Joseph Bonaparte est obligé d'avoir affaire à une forte révolution. Dans les mines, Schreiber continue ses recherches. Il apprend l'existence d'un gisement de plomb à Mako. Il décide de reprendre le projet de construction d'une grande fonderie centrale à Conflans, près d'Albertville. Alors, l'empereur prend conscience de l'intérêt du gisement considérable de houille de la Sarre et la divise en 60 concessions. On fait appel à Bonnier pour toutes ces opérations. En 1809, voilà que ça se gâte, la 5e coalition réunit le Royaume-Uni et l'Autriche, seconde occupation française de Vienne, annexion des États pontificaux, le pape refuse l'investiture aux évêques français, les attentats se multiplient, prise de Gérone, divorce de Napoléon et de Joséphine, beaucoup d'événements qui se succèdent. 1810, mariage de Napoléon et Marie-Louise d'Autriche pour des questions de succession. C'était la petite nièce de Marie-Louise était la petite nièce de Marie-Antoinette. Détail de l'histoire. Alors voici l'état de l'Europe à l'apogée de la domination française. La famille de Napoléon étant placée à la tête de nombreux États. Dans les mines, le développement minier semble s'organiser. On réorganise le corps des mines encore une fois pour un empire de 130 départements. Le poste de directeur général des mines s'est confié au comte Molé. Et c'est la première fois qu'on le qualifie de conseil général des mines. Mais l'empereur s'intéresse surtout aux moyens de communication et aux routes. Et il favorisera le commerce au détriment de l'industrie lourde à ce moment-là. C'est dommage, mais cela n'empêchera pas nos avancées. En 1810, il n'y a que 3 élèves polytechniciens à Pesé, en école d'application. Mais il y a quand même des dysfonctionnements. L'école des mines de la Sarre peut recevoir les élèves ingénieurs à partir du 1er janvier. La pénurie de personnel accroît les difficultés. Un seul élève pour la promo 1810. Il faut faire appel à l'un des sous-directeurs de Schreiber venu de Pesé. Donc l'atlas des mines de la Sarre est terminé le 15 avril. L'Europe était à son apogée, mais va commencer à ce moment-là la décrue à partir de la campagne de Russie qui commence à se profiler. Toute l'Europe est sous contrôle d'une famille, évidemment. En 1811 aussi s'ouvre un concile national, un événement important qui consolidera des difficultés avec la papauté. En 1811, un petit détail, Éricard de Thury est nommé inspecteur des carrières de Paris et aménage les catacombes qu'il fait décorer en plaçant des crânes et des fémurs et tibias de milliers de squelettes des cimetières supprimés. C'est ce qui explique notre bisutage qui se déroule au milieu de ces squelettes.
Alors, 1812 arrive, le traité de Paris, alliance franco-prussienne contre la Russie, alliance franco-autrichienne, et en 1812, le désastre russe. On inflige on envoie un ultimatum au tsar. En septembre, c'est l'incendie de Moscou, et en octobre, le début de la retraite de Russie, avec en novembre le passage de la Bérésina, où s'illustrera Eblé, qui fait construire un pont, patron du génie. L'empereur fait halte à Sarrebruck pendant sa retraite et honore l'école de Kaiserslautern de sa visite. Bonnier a réussi à mettre au point la fabrication de l'acier au creuset et reçoit sa nomination comme directeur effectif de Kaiserslautern. Napoléon est vaincu à Leipzig et c'est la retraite sur le territoire national. En 1813, la 6e coalition, la Prusse déclare la guerre à la France, et malgré quelques victoires, les Français sont battus à Vittoria en 1813. Les défaites vont s'enchaîner. La défaite de Leipzig en octobre. Les coalisés finissent par rentrer en France et les assemblées parlementaires sont réveillées par le rapport Lenné. Dans les mines, Napoléon renforce les contrôles. Il s'agit de se prémunir contre les risques d'incendie et d'explosion. Avec ses bénéfices, Schreiber ouvre une grande fonderie de plomb à Conflans, près d'Albertville. Mais en 1814, suite à la défaite de Napoléon, la Tarentaise revient à la Savoie et c'est la fin de l'école de Pesé et le retour à l'hôtel de Mouchy. En 1813, Bonnier est donc directeur de Kaiserslautern, qui est la dernière école qui nous reste, école d'application, bien sûr. Alors, en 1814, c'est la désastreuse campagne de France, et Napoléon confie la régence à l'impératrice Marie-Louise en prenant la tête d'une armée de 60 000 soldats, mais qui sera insuffisante pour contenir la coalition. Alors, la France sera ramenée le 5 février dans ses frontières de 1790 entre les congrès de Châtillon entre les coalisés. Le 31 mars 1814, les Alliés entrent dans Paris. Bataille de Paris le 30 mars, 4 avril, abdication de Napoléon et 24 avril, Louis XVIII débarque à Calais. Traité de Paris, l'île d'Elbe devient un royaume pour Napoléon. On continue en 1814, Louis XVIII entre donc à Paris, Napoléon le 3 mai est transféré sur l'île d'Elbe, le drapeau tricolore est abandonné au profit du drapeau blanc du royaume de France. Dans les mines, évidemment l'école de Sarrebruck est également envahie, l'hôtel de Mouchy est vendu et les collections sont transférées au Petit Vendôme, mais il est trop petit. En 1814, Kaiserslautern devient un centre unique car Pesé est fermé. Il faut à tout prix récupérer les collections. Le 30 mars, la capitulation de la capitale est signée, mais l'empereur d'Autriche est satisfait de la manière dont les ingénieurs ont fait l'inventaire des mines à Sarrebruck. En 1815, la 7e coalition, Napoléon quitte l'île d'Elbe et débarque à Golfe-Juan le 1er mars. Il entre à Paris et ce sont ces fameux 100 jours où il trouvera un certain nombre de combattants et de ses anciens généraux pour l'accompagner et reprendre très temporairement le pouvoir par un nouveau coup d'État. Il revient à Paris le 21 juin. Mais les Prussiens entrent dans Paris le 6 juillet. Le 15 juillet, ils quittent définitivement le sol français en prenant pour l'île d'Aix, par l'île d'Aix. Alors, dans les mines, les invasions prussiennes se traduisent par des dégradations. La production de houille avait doublé en 5 ans, mais tout est perdu. En Savoie, les troupes sardes envahissent, donc les 3 élèves présents regagnent Paris. Donc la Tarentaise et la Maurienne échappent au royaume de France. Sarrebruck, par contre, reste à la France, donc l'école des mines de Sarre devient le centre unique. Alors, en 1815,
on aura des troupes d'occupation, bien sûr, les coalisés envahissent et contrôlent différentes régions, mais pas toute la France d'ailleurs. Dans les mines, Bonnier quitte Gage-Lanterne et essaye de sauver le matériel, les produits et la comptabilité. De retour en Sarre, il est officiellement en fonction, mais il n'y restera pas. L'école pratique des mines de la Sarre a vécu. Finalement, transfert à l'hôtel de Vendôme le 14 août 1815 et deviendra définitif le 11 janvier 1816. Nous y voici. Nous sommes enfin dans nos murs. Mais après quel parcours et quelle bataille, je ne vous dis que cela. Alors, apaisé, Schreiber est sollicité par le roi d'Italie pour continuer à diriger les établissements piémontais, mais il refuse car il dit qu'il est devenu français de cœur. Le successeur de Rosenberg est inhumé au cimetière de Pesé. L'école de Moutier décline lentement. Geislauterl, l'atlas des mines de la Sarre, a été particulièrement disputé par les autorités prussiennes. La France le leur ramènera 2 ans plus tard discrètement. Donc, c'est la fin des écoles d'application de province. Arrive la Restauration avec Louis XVIII, retour à la souveraineté monarchique des Bourbons, période interrompue par les 100 jours, mais qui dès 1815, Louis XVIII revient à Paris. La maison de Mouchy dans les mines et l'hôtel du Périgord sont occupés et propriété des domaines. Ils doivent être rendus à leur ancien propriétaire, des émigrés. Donc la direction des mines prend à bail pour 12 ans un loyer, l'hôtel du Petit Luxembourg. Le déménagement est réalisé aussitôt et on transfère les collections. Les frais de déménagement de 90 000 francs sont couverts par les fonds apportés par Schreiber. Or, les mines, elles, dépendent toujours du ministère de l'Intérieur. Alors, les émigrés veulent remettre en cause la nationalisation de leurs biens. Ils prennent pour cible le régime des concessions. Le roi lui-même déclare « Le corps royal des mines peut compter sur ma constante protection ». Il n'y a pas eu au retour de Louis XVIII, notons-le, une épuration. Hassenfratz, malgré son passé, conserve la chaire de métallurgie et une inspection. Les cours reprennent. En 1813, le corps des mines compte 13 élèves ingénieurs. Mais en 1815, une épuration s'avère tout de même nécessaire. L'administration des mines doit quitter le Petit Luxembourg et il cherche une installation définitive. Finalement, il prend en location pour 9 ans, au prix de 8 800 francs, le rez-de-chaussée de l'hôtel de Vendôme au 34 de la rue d'Enfer. Une partie des collections est alors chapardée par les Prussiens lors du déménagement. Aucun élève ingénieur en 1814 et 1815 à l'école polytechnique. Les innovations britanniques ne sont pas bien accueillies, par contre, du côté des maîtres de forge français. Hélas. Et il faudra encore des années pour rattraper la révolution et ses effets, je crois une 50aine d'années, pour retrouver un bon niveau technique. Le 20 novembre, le second traité de Paris enlève le canton de Sarrebruck à la France. L'école de Paris n'a toujours pas d'existence officielle reconnue et les 2 écoles pratiques ont disparu. Donc le 26 janvier, par contre, Bonnier, qui perd pas le Nord, présente un projet de création d'une école pratique à Saint-Étienne qui forme des directeurs locaux capables de diriger des exploitations minières. Il reprend les conceptions de la création des écoles pratiques des mines du marquis de Bourdeil-Bertin. Voici le portrait de Bonnier, qui fut un homme de grande valeur et remarqué par les gouvernements successifs auxquels il a dû affaire. Il était d'une compétence extrêmement reconnue et je crois que l'école des mines de Saint-Étienne lui doit beaucoup et je crois qu'elle le respecte et l'honore à sa juste valeur. Voilà un des grands personnages. D'ailleurs, il fut associé à la création des chemins de fer, la première voie du côté de Saint-Andrézieux-Boutéon. Alors, la mise au point de cette passage en 1816 du chimiste anglais Davy, c'est une invention majeure pour la sécurité des mineurs,
qui sert d'emblème à nos écoles. C'est la lampe de sûreté. Alors, dû à cette astuce que les flammes ne traversent pas les grillages fins, donc le métal absorbe la chaleur de la flamme, et la flamme ne peut pas le traverser. Revenons à nos moutons, les mines, la suite, les attaques lancées par les mandataires de tous les propriétaires doivent être, il faut leur répondre. Les députés font paraître un mémoire qui réfute point par point leurs affirmations. Sage et vient apporter son concours. Finalement, il n'y aura plus de contestation du régime minier français. L'école des mines de Paris doit rester l'école d'application. Les élèves ingénieurs de l'école polytechnique, c'est Bonnier qui l'affirme, son enseignement doit demeurer théorique et général. Voilà, ils doivent prétendre au poste de direction générale des exploitations. À l'époque, la production peut reprendre. L'école de Saint-Étienne doit prendre uniquement le caractère d'école pratique. Ils pourront être envoyés ensuite à Paris. Seuls 3 professeurs y officieront. Exploitation des mines, minéralogie, mathématiques et dessin. Finalement, le projet du Conseil général est adopté sans réserve et promulgué le 2 août par l'ordonnance royale portant création de l'école des mines de Saint-Étienne, fortement inspirée de l'arrêt de 1783 de Bertin. Ceci pour le 5 décembre, pour l'ordonnance royale, le 5 décembre 1816, pour les mines de Paris. L'ordonnance du 5 décembre 1816 relative à l'organisation et l'administration de l'école des mines, elle est créée, on rétablit d'ailleurs les articles de Bertin, on renouvelle l'arrêt du Conseil d'État du Roi du 19 mars 1783. Elle est sous la surveillance du ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, toujours à l'époque, et sous administration du conseiller d'État, directeur général des mines. Bon, je passe sur les détails, on peut consulter ce texte qui est toujours exposé sur certains sites. Alors Louis XVIII a donc rétabli l'école originelle de l'arrêt de Louis XVI. Les détails de l'organisation sont classiques. Les élèves ingénieurs sont choisis à l'école polytechnique, mais attention, il y a aussi, et c'est surtout ce qui m'intéresse, les élèves externes qui sont envoyés par les préfets ou des concessionnaires. La ségrégation est totale, les ingénieurs de corps d'une part, les ingénieurs civils, futurs directeurs de mines ou d'usines. Paris est bien l'école d'enseignement théorique et la pratique ressortie à Saint-Étienne. Alors, en conclusion provisoire, disons, la suppression de l'école des mines, c'est ce que dit d'ailleurs Dufresnoy, ancien élève de l'école polytechnique et du corps des mines. La suppression de l'école des mines fut le résultat d'une économie mal entendue. Elle a été vue comme très fâcheuse. En 1834, c'est un peu plus tard bien sûr, mais il était temps de s'en apercevoir, bien sûr. Mais dans l'agitation qui régnait, on peut comprendre. Alors, nous retenons quelques noms du récit de cette défense acharnée de l'école qui a permis sa survie au milieu des tempêtes. Sage, d'abord, Schreiber aussi, Bonnier et Hassenfratz, malgré son rôle dans le comité de salut public. Les défenseurs temporaires, il faut penser à Mirabeau et Barrère, et l'acharnement du Conseil des mines, qui remit toujours l'ouvrage sur le métier. Par contre, les opposants à cette école, Fourcroy, Monge et Lindet. Donc la vie, évidemment, la vie de l'école des mines ne fut pas du tout un long fleuve tranquille, même si aujourd'hui, elle est un peu plus assurée de sa pérennité, encore que elle a échappé pour l'instant à des tentatives de déménagement ou d'intégration dans des entités plus conséquentes. Il faut qu'elle protège son identité et continue sa mission qui reste valable depuis celle de son fondateur. Alors nous vous remercions et nous
votre attention et de l'hommage aux fondateurs qui contribuent aujourd'hui à les sortir de l'oubli. Leur génie visionnaire doit être admiré. Alors toute remarque, bien sûr, je l'admets bien. Si vous voulez voir plus en détail le diaporama pour vous attarder sur tel ou tel diapo, vous pouvez le consulter sur le lien qui est cité en bas. Je remercie aussi les auteurs Harley Chesneau et M. Obermal de nous avoir permis ce degré d'information grâce à leurs ouvrages. Je remercie le site des Annales des Mines qui nous permet d'être publié et ainsi mieux connu. Je cite différents compléments d'information pour ceux qui veulent s'informer sur le bilan de la Révolution, sur les massacres de septembre, sur les pontons de Rochefort, sur l'école de Pesé, alors que je n'ai pas trouvé pour l'instant de site qui parle de l'école de Kaiserslautern. Enfin voilà, tout ceci permet d'être regardé plus tranquillement. L'objet de cet exposé n'étant que de faciliter la lecture à ceux qui auraient la flemme de parcourir les pages d'un diaporama. Il me reste à vous remercier pour votre attention et nous restons attentifs à toute question ou complément d'information, sachant que cet exposé a été présenté très brièvement, trop brièvement sans doute, pour faciliter sa diffusion, sinon l'ensemble des informations est accessible de façon plus exhaustive dans les sources que je viens de citer. Voilà, merci pour vos encouragements aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en bas de la vidéo pour faciliter sa diffusion ou la partager avec vos amis pour faciliter sa diffusion.